On va parler ce soir de ce qui fait l'actualité au Togo, c'est cette modification de la loi sur les manifestations au Togo. Les députés togolais ont procédé donc à la modification de la loi du 16 mai 2011, loi dite Bojona. La modification est intervenue au Parlement ce 7 août. On va en savoir un peu plus avec l'honorable député Djeri Taman, président du Nouvel Engagement Togolais et président du groupe parlementaire NET PDP. Djeri Taman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation. Et d'abord, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui rend indispensable, nécessaire, une relecture de la loi du 16 mai 2011 ? Bon, d'abord, c'est que ce n'est pas nous, en tant que groupe parlementaire de l'opposition, qui avons introduit la loi. Parce que la loi, cette justification revient à l'initiateur de la loi. Si on m'avait demandé sur les urgences en termes de loi au Togo, je n'aurais pas mis la modification de la loi sur les manifestations publiques et pacifiques. Mais il n'en reste pas moins que l'Assemblée nationale est ce qu'elle est. Elle reçoit les lois, soit de la part du gouvernement, c'est des projets de loi, soit de la part des parlementaires, et c'est des propositions de loi. Donc il y a une loi qui est arrivée, et une fois qu'une loi arrive, d'abord on vérifie si elle est recevable en fonction de l'article 80 de notre Constitution. Et puis quand elle est recevable, bien entendu, moi si je suis dans la commission des lois constitutionnelles, ben, on travaille là-dessus. Donc je ne pense pas que si j'avais le choix, j'aurais mis cette loi en urgence. Je pense que tout le monde a constaté de toute façon que depuis quasiment plus d'une année, les questions de manifestations publiques se sont plus ou moins résorbées et les urgences sont ailleurs. Mais bon, il n'en reste pas moins que la loi, elle est là. Le projet de modification de loi proposé par le gouvernement est arrivé. Il a fallu plancher là-dessus parce qu'une fois que c'est recevable, on doit plancher là-dessus. Mais quant à l'urgence, je ne pense pas que, en ce qui me concerne, que c'était une urgence, mais il a fallu faire avec. Alors, mais le commissaire du gouvernement, hier, a dû justifier pourquoi cette relecture. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, on a l'exposé des motifs quand on prend la loi. C'est en réalité deux lois qui sont passées hier à l'Assemblée. La loi sur la sécurité intérieure et la loi sur les manifestations publiques. Et quand vous prenez l'ensemble des deux exposés de motifs, la raison qui explique la modification de cette loi, comme celle qui expliquait la mise en place de la loi sur la sécurité intérieure, elle n'existait pas. C'est de dire qu'il y a de nouvelles menaces, terroristes, extrémisme violent plutôt, et que par rapport à ça, il faut adapter le corpus juridique que nous avons dans notre pays par rapport à ces nouvelles menaces. Il faut aussi reconnaître qu'à l'usage sur la loi, la fameuse loi dite Bojona, il y a eu des insuffisances que nous-mêmes nous acceptons, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a eu régulièrement des problèmes d'interprétation. Est-ce que l'autorité avait le droit d'interdire un itinéraire? Est-ce qu'il avait le droit d'imposer un itinéraire? Est-ce que c'était clairement dit dans la loi ou pas? Ainsi de suite. Donc il y avait des nécessités de clarification. Et puis bon, ben, comme je l'ai dit, l'initiative revenant au gouvernement, le gouvernement a senti qu'il y avait une nécessité de le faire par rapport aux enjeux dont je parle. Extrémisme, cybercriminalité, et terrorisme, ainsi de suite. Donc tous ces éléments ont justifié au niveau du gouvernement la modification de cette loi. On a quand même lu à votre niveau, votre consigne de vote, elle a été très claire, il faut voter pour... Vous avez dû avoir une raison pour cela. Non, nous avons, vous savez, le texte, il fait 4 chapitres. Sur les 4 chapitres, si certains ont suivi comment ça s'est passé, il y a un chapitre sur lequel nous sommes absolus, c'est le chapitre 2. Et le chapitre 1, on a voté pour, le chapitre 2, on s'est abstenu, le chapitre 3, on a voté pour, le chapitre 4, on a voté pour. Donc ça fait 1 sur 4. Ben, quand vous faites une loi où il y a 4 chapitres et que vous abstenez pour 1, et que sur les 3 autres, c'est que, ben, en fait, la moyenne route est hier pour ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, vous savez, ça, c'est très important. Il faut qu'on explique à nos compatriotes et ceux qui nous écoutent que la procédure parlementaire est plus complexe. En réalité, ce qui se passe à la plénière, ce n'est qu'une mise en scène. Le vrai travail se passe en commission. Et donc, moi d'abord, j'appartiens à la commission spéciale qui a été mise en place. Ça, c'est le premier élément. En tant que président d'un groupe parlementaire, je me donne comme ça, je me fais violence à être là, surtout sur les lois qui sont les plus importantes, parce que vous savez, il y a 2 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée, et donc nous devons être là. Et beaucoup entre le texte qui est rentré à l'Assemblée
et qui a été déposé sur le bureau du président de l'Assemblée nationale. Et le texte, quand nous avons voté, il y a eu énormément de modifications. Et aux modifications à mettre à l'actif de nous, parlementaires de l'opposition, qui, surtout, je dois pouvoir dire même nous, au niveau du NET-PDP, qui sur beaucoup d'éléments avons eu des concessions. Donc, c'est notre, on va dire, c'est notre marque de fabrique. C'est-à-dire qu'il y a une loi, nous trouvons qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. On fait du lobby, parce qu'il faut aussi rappeler quand même qu'on est très minoritaire à l'Assemblée. On fait du lobby, on fait reculer sur certains points. Et puis, quand on a fini de faire reculer sur certains points, il faut être aussi honnête et cohérent de dire, écoutez, on vous a demandé de retirer 5 choses, vous en avez retiré 3. Par cohérence, nous allons donner notre appui parce que au moins nous avons obtenu un certain nombre de points qui nous paraissaient pour certains inadmissibles. Donc voilà, donc nous avons, puisqu'on vote à l'Assemblée en plénière chapitre par chapitre, sur les 4, nous sommes abstenus sur 1. Le chapitre 2 qui est le plus, sur lequel nous avons fait les plus grands nombres d'interventions. Mais à la fin, nous avons dit, c'est très simple, nous trouvons qu'il y a des points qui sont inquiétants. Nous trouvons qu'il y a des points qui sont inquiétants en ce qui concerne les libertés fondamentales, y compris la liberté de manifester. Mais, si sur les différentes discussions que nous avons eues avec les membres, les commissions du gouvernement, si les garanties qui nous ont été données, si le gouvernement tient à ces garanties-là, oui, nous pensons que cette loi-là, on doit pouvoir la voter, parce que nous l'avons dit longuement pendant la plénière et pendant les travaux en commission, il ne faut pas raisonner par induction. C'est-à-dire qu'en réalité, cette loi aujourd'hui, vous la mettez en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, elle n'a pas d'incidence. C'est sur ce qui s'est passé en 2017 que les gens ont raisonné par distinction. Donc voilà, on a eu ce problème-là en 2017, on a eu ce problème en 2018, ça nous a créé des problèmes, voilà, comment est-ce qu'on fait pour le dire? Donc, si vous prenez les manifestations du 5 octobre 2091 jusqu'à 2017, la loi telle qu'on l'a votée, au fait, n'a absolument aucune incidence, aucune. Mais quand vous prenez depuis le 9 août jusqu'à un certain temps, puisqu'après, de toute façon, c'est tombé. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est peut-être... moi, je l'appelle, c'est le traité de Versailles. C'est-à-dire qu'il y a eu un affrontement, quelqu'un a gagné, et puis il dit, je ne veux plus avoir ça. Donc, je mets les garde-fous pour ne plus jamais avoir ça. Sinon, vous retournez avant... si vous avez le texte sous les yeux, vous allez voir que sous le front, ça ne change pas. Mais est-ce que vous acceptez quand même quand on dit que la loi Bodiona a été charcutée aujourd'hui? Non, il y a eu au départ, on était à 10 articles. Finalement, on est revenu à 7 articles. Et sur les 7 articles, je vous dis, il y a peut-être 5 articles qui ont été modifiés de façon... pas en profondeur, mais où il y a eu des restrictions de liberté. Oui, bien sûr. Je suis parfaitement d'accord. Mais au même moment, il faut aussi rappeler aux gens que la loi Bodiona avait été boycottée par l'opposition. Et qu'à l'époque, déjà, avec la loi Bodiona, moi, j'ai participé à la mise en place de cette loi-là à Edaouba. À l'époque, déjà, on la présentait comme liberticide, complètement chose. Et puis, dès qu'on l'a votée, dès le lendemain, les mêmes personnes qui la traitaient de liberticide étaient les premières personnes qui l'utilisaient pour pouvoir faire les manifestations sur le terrain. Donc, il faut aussi un peu relativiser. Je remarque aussi de toute façon que beaucoup de grandes formations ne sont pas encore prononcées là-dessus. On attend. Mais nous avons été... j'ai eu beaucoup de plaisir à lire après ça qu'il y a des journalistes qui étaient sur le terrain qui relayaient et que tout le monde a reconnu quand même qu'on s'est battu. On s'est battu. Ça fait 3 jours, 4 jours qu'on se bat sur cette loi-là. Mais après, on n'a pas rendu les armes. On a obtenu un certain nombre de concessions qui sont importantes, sur lesquelles on n'a pas forcément revenu, parce que vous savez, quand on fait des discussions de couloir, on ne doit pas forcément les mettre. Voilà, mais il faut, ceux qui ont eu le premier jet, le jet définitif, on voit qu'il y a eu énormément de choses qui ont été. Mais quand on prend les choses en profondeur, par exemple, désormais, on ne va manifester qu'entre 11h et 18h. Les zones à forte activité commerciale, il faut les éviter. Là où il y a les institutions de la République, il faut les éviter. Là où il y a les chancelleries, il faut les éviter. Autant dire, ne manifestez plus au Togo. Non, d'abord, c'est que quand vous prenez, d'abord, c'est un texte sur lequel nous avons beaucoup travaillé, parce qu'au départ, ce n'était pas de 11h à 18h, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis, en pratique, nos manifestations, moi, j'ai marché beaucoup, comme vous le savez ici, j'ai respiré beaucoup de gaz lacrymogènes, et nos manifestations ont toujours commencé entre 11h et midi. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est ce que je dis, que sur le fond, quand vous prenez ça, il y a
Ouais, c'est-à-dire que les gens ont dit, ouais, mais c'est des restrictions, mais c'est la réalité, on a toujours manifesté entre 11h et 18h. Au départ, je peux dire que certains parlaient de 16h, et on a été vent debout contre ça. Certains parlaient de 13h pour le début de manifestation. On a été vent debout contre ça. Donc, sur le fond, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, sur les routes nationales, là, je peux vous dire que nous continuons à trouver que ce n'est pas logique d'interdire les manifestations sur les routes nationales, même si ceci en réponse à, il faut aussi avoir le courage de le dire, une approche qui était complètement contre-productive, qui consistait qu'il faut faire des manifestations sur les routes nationales pour bloquer l'activité. Ben, c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est une sorte de réponse du berger à la bergère. Si les gens disent, nous voulons marcher, nous sommes nombreux, et les routes secondaires, les rocades ne sont pas suffisantes, et nous voulons, par exemple, emprunter dans une ville de l'intérieur 1 ou 2 kilomètres de route nationale. Bon, bah, la limite, ça ne gêne pas. Mais si vous dites, on va venir camper sur la route nationale, comme ça va énerver les gens, et puis comme ça, comme tout le monde, ça va créer une situation insurrectionnelle. Ben, l'État a une obligation, c'est de garantir non seulement la liberté de circulation des citoyens, mais c'est de garantir aussi l'essor économique du pays. Donc, voilà, pour ça, voilà. Maintenant, quand vous prenez le reste des éléments que vous avez cités, vous savez très bien que... Quand on parle, par exemple, des institutions de la République, moi, je pense à la présidence, où, je ne sais pas, chaque semaine, quasiment, il y a une manifestation devant la Maison-Blanche. Oui, non, ça n'a jamais gêné l'occupant de la maison. On a l'impression d'avoir un pouvoir qui se barricade aujourd'hui. Je suis parfaitement d'accord que ça fait partie des arguments que nous avons soulevés. Mais maintenant, c'est que les gens... C'est pour ça que je vous parle de répondre du berger à la bergère. Ceux qui manifestent devant la Maison-Blanche ne se disent pas qu'on va mettre suffisamment de personnes pour éventuellement envahir la Maison-Blanche. C'est ça le problème. Mais c'est que sur certains propos qui ont été parfois malheureux, certaines dispositions qui ont été parfois malheureuses, en donnant l'impression qu'il faut masser le plus grand nombre de personnes devant certaines institutions en vue de les renverser, c'est ça qui fait que je vous dis... traité de Versailles. C'est-à-dire que malheur aux vaincus. C'est ça le problème. Sinon, normalement, pourquoi les gens n'iraient pas, s'ils sont mécontents d'une disposition prise par la présidence, aller manifester devant la présidence? Mais il y a une différence de manifester devant la présidence pour se faire entendre et aller devant la présidence en vue éventuellement d'envahir la présidence. Donc c'est un peu ça. Je déplore le fait que, oui, on puisse mettre des restrictions, mais c'est que le mobile que parfois certaines personnes ont présenté pour faire ces manifestations devant des institutions, devant des chancelleries, ont sans doute, aucun doute conduit, je ne justifie pas, mais on conduit à ça. Malheureusement, c'est ce que je dis. On prend des propos, on prend des dispositions que des gens ont tenues, on dit, pour éviter ça, de toute façon, on va faire ça. Mais au même moment, il faut dire la vérité, même si cette loi n'existait pas, l'ancienne loi donnait la possibilité à l'autorité administrative d'interdire une manifestation où on veut, pour peu que les manifestants, bien les organisateurs, puissent aller saisir le juge administratif. Donc, sur le fond, on n'a fait que habiller quelque chose qui se faisait depuis longtemps. Quand vous prenez même la limitation des itinéraires, aujourd'hui on dit un seul itinéraire, ça fait un bon nombre de temps où les gens ont interdit les multiples itinéraires. C'est-à-dire que chaque fois qu'on dit non, on vous propose plutôt ça. Et donc ça faisait bien entendu des questions de légitimité ou non de l'interdiction. Aujourd'hui, ils ont fait un habillage. Ça n'empêchera pas les manifestations. Oui, mais au même moment, on donne une certaine force, par exemple, à l'autorité administrative, le préfet, de pouvoir dire, vous avez programmé 3, 4, 5 manifestations, on ne peut pas. Oui, bon, maintenant après, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que... aujourd'hui, au lieu que cette loi, parce que vous avez évoqué le problème de clarification de la loi Bodiona, au lieu que cette modification clarifie davantage la loi Bodiona sur les points obscurs, on semble plutôt s'enfermer davantage. Non, pour deux raisons. La première, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant le 19 août, il n'y a jamais eu de personnes de manifestation spontanée sur 5, 6, 7, 8, 9 localités. Donc, c'est ce que je dis que si vous retournez avant le 19 août, en fait, cette loi-là ne change pas grand-chose. Puisque avant le 19 août, vous n'avez jamais eu de manifestation. C'est après que les gens, par imitation, mimétisme, ont voulu faire des manifestations dans plusieurs endroits. Avant ça, on voulait faire une manifestation, les leaders allaient quelque part, ils faisaient leur manifestation. Premier élément. Deuxième élément, on dit peu. On ne dit pas droit. On ne dit pas les manifestations ne peuvent pas avoir lieu sur plusieurs endroits. On dit l'autorité administrative peut réduire
le nombre de manifestations spontanées à plusieurs endroits. Nous avons été contre cette mesure-là parce que le diable est dans le détail. Quand vous dites peu, bon, ben écoutez, demain, entre-temps, le ministre de l'administration avait limité à 10. Oui. Il n'y a pas de limitation précise dans cet élément-là, donc peu. Donc ça veut dire que demain, des gens peuvent dire on veut faire manifestation dans 3 villes. Et on dit, ah ben écoutez, 3, ça fait déjà plusieurs, donc ben écoutez, on fait 2. Ça, c'est malheureux. Mais il n'en reste pas moins, je le disais tout à l'heure, qu'avant le 19 août, vous n'aviez pas de manifestation sur plusieurs points en même temps. Vous aviez des manifestations où, parce que malheureusement dans nos pays, c'est là où les leaders sont, qu'il y a du poids. Quand les leaders ne sont pas là à WOF, vous avez du mal à mobiliser. Donc, sur le fond, c'est une sorte de repos du berger à la bergère sur des mécanismes, sur une approche de manifestation qui s'est mise en place, on va dire, entre deuxième semestre 2017 et puis début 2018. Parce que après, vous savez que ça s'est progressivement résorbé. Donc, c'est ça. Si vous retournez avant le 19 août, sur le fond, il n'y a absolument rien à mettre sur le truc. Mais à partir du 9 août, sur un mode opératoire qui a été fait, voilà, on peut dire qu'on a tenu compte de ça pour pouvoir faire des restrictions. C'en est malheureux, je suis d'accord, mais bon, sur le fond, je dis vous retournez en 90, 92, même le 5 octobre, il n'y a rien, ça ne change pas. Alors, ce qu'il faut dire maintenant, c'est que la loi modifiée actuellement, essayons là pour voir ce que ça va donner aussi. Mais de toute façon, elle était déjà appliquée. C'est-à-dire que la plupart des mesures qui sont prises actuellement étaient déjà appliquées. On n'a fait que les habiller. Tout ce qui a été écrit dedans était déjà appliqué. Donc, c'était peut-être la question de responsabilité, la question de légalité de ces mesures-là qui a été habillée maintenant. Sinon, 90%, la seule chose peut-être qui est nouveau, c'est peut-être la fête de 13h à 18h. L'autre fois, c'était de 6h à 22h. Mais en dehors du 6 septembre 2017, vous n'avez jamais eu de manifestations qui ont dépassé les 18h. Et la plupart des manifestations, moi j'en ai participé à un certain nombre, on a toujours commencé nos marches entre, parfois même à 13h, et on finit vers 18h. Parce que quand vous regardez de 7h à 18h, ça fait comme 7 heures. De manifestation, il faut avoir les genoux un peu solides pour faire 7 heures de manifestation. Alors maintenant, si on revient sur l'autre chapitre, c'est-à-dire la loi sur la sécurité intérieure, aujourd'hui, telle qu'elle s'est présentée, parce qu'on n'a pas encore eu la chance, nous, de la lire, est-ce que vous pensez qu'elle prévient le phénomène de radicalisme, de cybercriminalité et autres? Le concept de police de proximité, c'est pas une police, mais le concept de police de proximité qui implique les populations et les forces de sécurité qui interviennent dans la sécurité intérieure, à savoir la police et la gendarmerie, parce que c'est uniquement les deux. Ils peuvent être appuyés par les forces paramilitaires, mais de façon exceptionnelle. Le concept de police de proximité est une bonne chose, parce qu'on implique les populations dans la lutte contre le terrorisme, le truc. On a mis en place un comité interministériel qui va avoir des démembrements même jusqu'au canton pour pouvoir travailler ensemble pour avoir une synergie dans la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est de bonnes choses. Mais bon, maintenant, après, c'est à l'usage qu'on verra si ça va permettre. Moi, je dis, et j'ai continué à le dire, ne crions pas trop au diable, parce que parfois, c'est à force de crier au diable que le diable arrive. C'est-à-dire que si on commence à crier que nous mettons en place des mesures contre les terroristes, peut-être qu'un terroriste va se dire, maintenant, on va l'expérimenter pour voir si le dispositif est fonctionnel ou pas. Même si, au même moment, il faut reconnaître aussi qu'on ne peut pas rester les bras croisés, parce que, vous l'avez vu, dans la région septentrionale, on a déjà intercepté certains terroristes qu'on a renvoyés au Burkina et tout de suite. Donc, ce n'est pas une menace en l'air, c'est une menace qui est réelle, et nous devons pouvoir anticiper sur cette menace-là. Donc, cette loi-là a deux composantes. Il y a le côté prévention, et puis il y a le côté comment réagir en cas de menace grave à l'ordre public. Donc voilà, donc il y a ces deux choses. Sur le fond, dans tous les pays ont une loi sur la sécurité intérieure, donc il fallait c'est juste combler un vide juridique qui existait, c'est pas la chose la plus compliquée. Il y a très peu de libertés qui sont réduites par cette loi. C'est beaucoup plus peut-être sur la loi Boyona, mais sur la loi portant sécurité intérieure, il n'y a pas. Et la plupart des libertés, de toute façon, qui peuvent être étaient déjà prévues dans le code pénal et le code de procédure pénale. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Est-ce qu'on n'est pas quand même avec cette loi en train de préparer l'opinion à une certaine restriction beaucoup plus accrue de liberté, placer systématiquement un certain nombre de personnes sur écoute, etc. Non, on en a parlé. Par exemple, placer quelqu'un sur écoute, si on fait jouer notre droit, c'est que c'est sur instruction d'un juge qu'on met quelqu'un sur écoute. Et ça, c'est des procédures qui ne sont pas
uniquement liées au terrorisme. Aujourd'hui, si vous êtes soupçonné d'être dans un réseau de malfaiteurs, machin truc, le juge peut donner l'autorisation quand vous mettez écoute. Donc ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand vous prenez par exemple aujourd'hui les méfaits de la cybercriminalité, c'est très important qu'on puisse mettre en place des dispositifs pour lutter contre la cybercriminalité. Tout ce qui concerne les fraudes et tout ce qui concerne le blanchiment d'argent, par exemple. Il faut, même s'il y a une loi qui existe, il faut pouvoir l'incorporer dans un mécanisme global. Donc ça, c'est des menaces qui sont nouvelles, qui n'existaient pas avant. La cybercriminalité, bon, personne n'en connaissait il y a peut-être une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le blanchiment d'argent à travers des réseaux mafieux, aujourd'hui, ce sont des réalités sur lesquelles la faiblesse institutionnelle de nos pays nous rend très fragiles et très exposés. Donc ça, c'est des éléments sur lesquels il faut travailler. Moi, je n'ai pas l'impression, en ce qui concerne la loi sur la sécurité intérieure, qu'on ait brimé certaines libertés. Sur la loi sur les libertés bénéfiques, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Djeri Tama, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Président du nouvel engagement togolais. Nous observons la pause et après, regard croisé.